Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour un point complet sur l'actualité de la Principauté. Voici le sommaire de cette édition. Nous partirons pour commencer en direction de l'Espagne sur les traces du prince Albert Ier aux grottes del Castillo. Notre premier invité sera Frédéric Platini, secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, pour nous parler de la grande braderie qui se tiendra ce vendredi et ce samedi. Un peu de sport également dans ce journal avec de la voile et le championnat du monde de J70 qui a actuellement lieu en Principauté. Un tournoi de padel a réuni d'anciennes gloires du football à l'occasion de la Padel Net Cup. Vous découvrirez des visages qui ne vous seront pas inconnus si vous êtes amateur de foot italien. Ensuite, nous recevrons dans ce journal le directeur général du Novotel. L'établissement fête ce soir ses 15 ans, l'occasion de revenir sur les contours de cet hôtel. Pour finir, nous vous emmènerons au Gala de l'Ami qui a eu lieu ce week-end pour un moment de fête et de danse, mais aussi à l'auditorium Régnier 3 pour découvrir un concert qui n'avait pas été rejoué depuis 1911. Pour débuter cette édition, suite et fin de notre série de reportages consacrés au déplacement princier en Espagne, direction les grottes del Castillo dans la commune de Cantabrie sur les traces du prince Albert Ier. Un reportage sur place de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Regardez. Situées sur le versant nord-est de la commune de Cantabrie, les grottes del Castillo font partie du site réunissant la plus riche communauté au monde de gisements archéologiques du Paléolithique supérieur. On a la représentation de tous les cycles artistes paléolithiques depuis le début, aujourd'hui on sait que c'est à peu près 40 000 ans. Et avant le présent, jusqu'à la fin que c'est un peu plus 11 000 avant le présent. On est toutes les périodes, tous les styles, toutes les techniques, tous les thèmes. Et donc il s'agit vraiment, s'il y aurait de l'art pariétal une autre partie dans le monde, on aurait l'art pariétal très bien représenté dans les grottes de Monte Castillo. C'est ça, sont représentatifs et ce sont des ensembles magnifiques. Après une visite en 1900, le prince Albert Ier décide de financer les premières fouilles entre 1910 et 1914. Il constitue par la suite un important groupe de recherche entouré des meilleurs scientifiques de l'époque. C'est extraordinaire de pouvoir rendre hommage au prince Albert Ier qui a été vraiment un instigateur, on va dire un promoteur de ces fouilles ici et de la découverte de ces grottes avec, bien sûr, avec Marcelin Boulle, avec l'abbé Breuil, avec Hugo Obermayer et puis monsieur Alcalde del Rio qui ont été les premiers à fouiller toutes ces grottes. Alors on n'a vu que la grotte du Castillo aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a une quarantaine de grottes dans cette région et donc c'est vraiment émouvant de revenir sur cette histoire, sur cet aspect du prince Albert Ier qui vraiment était curieux de toutes les sciences. Et donc je suis très heureux que ici en Cantabrie, il y ait cet hommage qui lui est rendu. Et en cette année du centenaire de sa disparition, je crois que ça prend tout son sens. Le centre d'interprétation portera le nom de Centre rupestre Albert Ier de Monaco. Ses portes ouvriront au printemps prochain. Et le prince Albert II était de retour à Monaco. Il a pu recevoir ce mardi 18 octobre des lettres de créance de différents ambassadeurs. Il a en effet accueilli Kayode Ibrahim Laro, ambassadeur du Nigeria. Ensuite, il a pu dialoguer avec Sanchez Ortega, ambassadrice du Panama. Le prince Albert II s'est également entretenu avec Giovanni Luca Giotti, ambassadeur de Saint-Martin. Et pour finir, c'est Inde Manea Saed Al Otaiba, ambassadrice des Émirats Arabes Unis, qui s'est rendu au palais pour rencontrer le prince Albert II. La crise sanitaire, après avoir connu une petite accélération, cette rentrée 2022 ralentit. 1113 tests PCR ont été réalisés entre le 10 et le 16 octobre. Le taux de positivité y était de 14%. Concernant le taux d'incidence, il est donc en baisse, 189 contre 235 la semaine précédente. Notre premier invité, je vous le disais ce soir dans ce journal, est Frédéric Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, pour nous parler notamment de la célèbre Grande Braderie. Bonsoir à vous Frédéric.
Et bonsoir. Alors, première actualité qui arrive très bientôt, les vendredis 21 et samedi 22 octobre aura lieu sous le chapiteau de Fontvieille, la grande braderie de la Croix-Rouge monégasque. C'est vrai que c'est devenu un événement incontournable. Oui, c'est un événement fédérateur aussi pour la Croix-Rouge. On aura 150 bénévoles présents de tout type de section, donc c'est vraiment un événement qui nous marque. On accueille du public, on accueille des bénéficiaires, donc c'est un événement phare pour la Croix-Rouge monégasque. Et un événement festif, je tiens à le rappeler. Justement, cette grande braderie, c'est l'occasion de réaliser de bonnes affaires, mais aussi de participer à de nombreuses animations. Vous parlez des événements festifs, mais racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. La base, quand même, c'est de participer aussi à l'effort environnemental, donc le recyclage. On reçoit des articles de luxe, des articles moins de luxe, mais tout est pratiquement neuf sur nos stands. On a chaque année un public qui grandit et qui grandit. Et au-delà, je dirais, de la vente propre, il y a aussi une tombola qui est organisée. On a plein de partenaires sur Monaco, les Thermes Marins, l'Automobile Club de Monaco qui nous offrent des lots. Donc c'est un moment de partage. On a aussi un atelier pour la jeunesse qui sera aussi présent à la braderie. Et nous, ça nous permet de nous retrouver Croix-Rouge avec nos salariés, nos bénévoles de toutes les sections et de partager un moment unique. Vous le disiez, chaque année, cette grande braderie accueille encore plus de monde. Comment vous expliquez ce succès qui grandit d'année en année ? Je pense que c'est aussi l'air du temps. Quand on voit des sites internet comme Vinted qui aujourd'hui sont des sites qui réussissent, le recyclage, tout le monde a pris conscience de l'urgence environnementale, recycler et venir chercher des articles de luxe sur Monaco, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et après, derrière, il y a l'atmosphère que met la Croix-Rouge avec nos bénévoles qui sont tous souriants, donc on n'est pas dans, je dirais, dans quelque chose qui est agressif, mais dans quelque chose de festif. Pour cette édition 2022, on vous retrouvera au chapiteau de Fontvieille. Alors, c'était à l'espace Léo Ferré, puis on a eu l'expérience du Covid, où pendant une année, on n'a pas pu organiser la braderie. Donc, on est passé de l'espace Léo Ferré, qui nous accueillait très bien, au chapiteau. Le chapiteau nous permet de le faire sur 2 jours, avec une logistique et une circulation pour les gens il y a plus d'espace. Donc, c'est moins crowded, je dirais. Donc, ça nous permet de vraiment faire la manifestation qu'on a envie. L'année dernière, ça a été une année record pour la braderie, puisqu'on a récolté plus de 95 000 €, alors qu'avant on tournait entre 60 et 70 000. Donc cette année, on espère bien dépasser les 100 000 € de récoltés pour la Croix-Rouge. Quels sont les autres événements qui vont être organisés par la Croix-Rouge monégasque avant cette fin d'année 2022? On vous sait très actif. Alors l'année 2022 pour nous, Croix-Rouge monégasque, elle est sous le signe de la présidence du souverain. Ça fait 40 ans qu'il préside à la destinée de la Croix-Rouge, qui mobilise toutes les énergies, qui met du positivisme partout où on a besoin de mettre du positivisme. Et on a envie de lui rendre un bel hommage en fin décembre. Dans l'actualité également, un mot sur cette collecte de fonds organisée pour les personnes toujours impactées par le conflit en Ukraine. On a eu une urgence en début d'année. Clairement, l'urgence, je dirais qu'elle est toujours là. Il y a des gens qu'on continue à aider, mais une grande partie des personnes qui sont venues sur Monaco sont reparties de Monaco. On a de l'urgence sociale aujourd'hui. Notre service social a beaucoup de demandes, mais pas que des populations ukrainiennes, aussi des populations résidentes et surtout limitrophes. Justement, plus généralement, pouvez-vous nous rappeler un petit peu toutes les actions de la Croix-Rouge monégasque? Vous l'avez dit, mais qui a un spectre d'actions vraiment très large. C'est un spectre qui va du secourisme, où on est le seul organisme agréé en principauté pour délivrer des formations, et puis on participe à tous les événements sur Monaco. Cette année, on a eu quand même 3 grands prix, plus le football, plus le basket, plus tous les événements culturels. Au social, ça c'est les 2 gros piliers de la Croix-Rouge monégasque, mais on est présent dans les maisons de retraite, on est présent auprès de la jeunesse et on fait de plus en plus de liens intergénérationnels. Je voulais juste dire que les recettes cette année de la braderie iront justement à ce lien intergénérationnel. Ça veut dire des jeunes qui visitent des personnes âgées dans les maisons de retraite et qui font des ateliers avec elles. Et à côté, on a aussi une section internationale, on a de la communication. Donc on est, comme vous dites, on a une foultitude d'activités et on ne voit pas l'activité décroître. Alors, dernière question, comment vous aider si l'un de nos téléspectateurs veut aussi apporter sa pierre à l'édifice? Il peut faire des dons à la Croix-Rouge monégasque, il peut nous emmener des vêtements et les retrouver et les réacheter pendant la braderie et les remettre après à disposition de la Croix-Rouge monégasque. Il peut s'engager comme bénévole, on cherche des bénévoles, même si aujourd'hui on a, je dirais, une belle population de bénévoles, on a rajeuni aussi nos bénévoles. Donc il y a plusieurs manières pour s'engager auprès de la Croix-Rouge monégasque. Merci beaucoup à vous, Monsieur Platini, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour nous avoir dévoilé tous les prochains événements de la Croix-Rouge monégasque. Merci à vous.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de voile. Le Yacht Club de Monaco organise cette semaine les championnats du monde de J70 dans les eaux monégasques. La présentation de cette compétition dans ce reportage de Fabien Bonilla et d'Alexandra Marangoni. Il suffit de se balader autour du port Hercule, on ne peut pas les louper. Ce sont plus de 400 marins, 90 équipages et 23 nations. Du Brésil aux États-Unis, de l'Australie au Chili ou encore du Mexique à la Turquie, sans oublier un grand nombre de pays européens. Tous participent à ce championnat du monde de J70, compétition internationale organisée par le Yacht Club de Monaco. Pour le Yacht Club, c'est une occasion exceptionnelle, pour Monaco aussi, pour la principauté. Le dernier championnat du monde, il remonte à 1976, donc il n'y a pas beaucoup d'occasions comme celle-là. Il y a énormément de bateaux qui ont des médailles olympiques, des vainqueurs de l'America's Cup, il y a vraiment un plateau exceptionnel. Et donc pour le Yacht Club et pour Monaco Capital Advance of Yachting, c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose de bien. Le focus mondial de la voile est certainement sur les réseaux sociaux en train de regarder ce qui se passe à Monaco. Le J70, construit en 2012, est considéré comme l'un des monotypes les plus populaires auprès des régatiers. Pour cette compétition, 4 personnes à son bord, 3 catégories y participent. L'Open, où l'équipage est professionnel, le One Pro, avec un seul professionnel à bord, et le Corinthien, avec un équipage amateur. Tous bénéficieront des mêmes conditions météo dans les eaux monégasques parfois complexes. La particularité de la Méditerranée, c'est que c'est quand même très changeant. C'est un plan d'eau un petit peu capricieux quand même. Et on a la particularité d'être habité par la grosse chaîne de montagne qui est juste derrière nous, qui simplifie pas toujours la vie. Mais on va dire que c'est un plan d'eau tactique et qui demande pas mal d'anticipation. 400 navigateurs s'affronteront toute la semaine, dont Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht Club de Monaco et fondateur de la Team Malizia. En tout, 9 équipages monégasques participent à ce championnat du monde. Il faut dire que je suis heureuse de représenter le Yacht Club avec les autres membres de la classe monégasque parce qu'on a vu une organisation irréprochable du Yacht Club. Pour moi, c'est le 3e championnat du monde et le 2e championnat d'Europe que je viens à faire pendant toute l'Europe et je n'ai jamais vu une organisation comme ça. La compétition se déroulera toute la semaine sur une dizaine de manches pour s'achever au Yacht Club ce samedi à 19h avec la remise des prix. Hier soir s'est tenue la 66e cérémonie du célèbre Ballon d'Or. Alors que Karim Benzema a remporté le précieux sésame, d'autres se sont illustrés pour leur contribution sociétale. Le prix Socrates a été créé par le groupe L'Équipe et par l'association Monégasque Peace and Sport. Il récompense les meilleures actions solidaires menées par des footballeurs. Et c'est le joueur du Bayern Munich, Sadio Mané, qui a reçu hier soir ce prix pour la première fois de l'histoire. Au cours des dernières années, il a soutenu la construction d'un hôpital et d'une école secondaire à Bambali et il a soutenu de manière significative les efforts du Sénégal dans la lutte contre la Covid-19. Bravo à lui! C'était le lieu où tous les fans de foot italien devaient être ce week-end. Le tennis Padel Soleil a accueilli la Padel Net Cup, un tournoi entre anciennes gloires du calcio. Yannick Debever et Julien Laugier ont suivi pour vous ces matchs prestigieux. Après avoir régalé sur un terrain de foot, c'est désormais au padel que les légendes du foot italien s'épanouissent. À l'initiative de Digital Beats, dont Francesco Totti est l'ambassadeur, la Padel Net Cup a réuni pléthore de stars pour la promotion du partenariat entre la marque et la Fondation Prince Albert II. Ça fait depuis quelques mois qu'on a établi une relation entre la Fondation de Prince Albert, ici à Monaco, avec la technologie de Digital Beats, pour en fait penser un parcours ensemble. C'est très ambitieux dans les prochains mois et prochaines années de faire connaître la technologie blockchain à travers des valeurs en commun entre la Fondation Digital Beats et la Fondation de Prince Albert. De chaque côté du filet, des champions du monde et des vainqueurs de Champions League. Quelques années après avoir arrêté leur carrière, c'est toujours un plaisir pour ces compétiteurs de retrouver d'anciens adversaires. Et peu importe si le terrain change, il reste toujours un point commun entre tous les sports. Many people think about football and also about paddle, about the legs, but if you play without mind, you are dead. On est là pour s'amuser, tout le monde veut gagner bien sûr. Même si on est plus joueur et il n'y a plus la Coupe du Monde, mais on a toujours envie de gagner, même si on est là vraiment pour s'amuser et pour être tous ensemble. No somos para nada enemigos, siempre fuimos adversarios con muchos de los colegas que están, pero
la verdad que, como decía anteriormente, estamos contentos de poder compartir, poder reencontrarnos y bueno, divertirnos un rato y que la gente se divierta. Au bout d'un tournoi de très bon niveau, c'est la doublette argentine de l'Inter Milan, Diego Milito et Esteban Cambiasso qui repart avec le trophée. Une victoire anecdotique puisque c'est bien le mot plaisir qu'il fallait lire sur chaque visage, joueur comme public. Le Novotel Monaco souffle sa 15e bougie pour célébrer comme il se doit cet anniversaire. Son directeur général Guillaume Rapin est présent avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors 15 ans, 15 années durant lesquelles le Novotel s'est construit, c'est vrai, une belle réputation. Comment cet hôtel a-t-il finalement gagné sa place parmi les géants de l'hôtellerie de luxe ici en Principauté ? Eh bien, cet hôtel a commencé en Principauté il y a effectivement 15 ans avec un positionnement d'hôtel 3 étoiles, un positionnement humble pour accueillir une clientèle d'affaires et de loisirs et qui a bien trouvé sa place depuis son ouverture. Il y avait, c'est vrai, peut-être une vraie volonté de faire dans la chaîne Novotel une petite particularité monégasque. Absolument, cette inclusion monégasque dans la chaîne Novotel est un vrai atout pour la marque, pour donner aussi une visibilité qui rayonne à l'international et c'est un flagship comme on l'appelle. Comment le Novotel, vous qui le connaissez bien, a évolué tout au long de ces 15 années ? Eh bien, l'hôtel, quand il a ouvert, était évidemment sur un lieu historique qui était Radio Monte Carlo, donc toute la décoration allait sur le thème de la radio, de l'audiovisuel. Et après 15 ans, on a fait une rénovation qui s'inspire maintenant beaucoup plus de la localisation de l'hôtel, de la French Riviera. Et donc on a décliné un esprit des Rivieras du monde dans ce Novotel. Quel est à l'heure actuelle, après ces 15 années, votre positionnement commercial ? Nous avons un positionnement à la fois sur le marché d'affaires avec des espaces de réunion et tous les congrès qui se déroulent à Monaco et où nous avons toujours plaisir à accueillir les congressistes et les clients des différentes manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles, et aussi un positionnement de tourisme purement loisir avec notamment la clientèle estivale ou le week-end, avec notamment un mois de juillet-août qui culmine en termes de taux d'activité. Votre clientèle, vous venez de le dire, est plutôt une clientèle d'affaires, de tourisme. Je crois savoir également que vous recevez beaucoup de familles, notamment pour la partie brunch le dimanche. Absolument, nous avons également une offre restauration qui permet d'accueillir les familles, une offre avec un brunch le dimanche, avec une formule, avec un buffet et différents plats, et également des ateliers qui vont reprendre très bientôt pour les enfants, pour permettre aux parents de se reposer tranquillement pendant que les enfants s'amusent. Ça, c'est plutôt sympa. Et concernant la carte du restaurant, sur quoi vous êtes-vous basé pour l'établir ? Eh bien, la carte du restaurant est basée elle aussi sur le thème des Rivieras, donc bien évidemment une cuisine ancrée localement avec des plats typiquement méditerranéens et quelques influences d'autres Rivieras du monde avec des épices ou des produits qui viennent d'un petit peu plus loin, soit d'Italie, soit de la Riviera américaine. Est-ce que vous avez aujourd'hui des pistes d'activité pour développer encore plus l'établissement ? Aujourd'hui, on est, comme tous les hôtels de Monaco, très heureux d'avoir pu vivre une magnifique saison 2022 après 2 années de crise et on continue à essayer de trouver d'autres leviers, notamment sur la restauration, sur des offres d'afterwork qui ont repris et c'est vraiment la vocation de continuer à faire que la restauration soit le cœur de l'activité de l'hôtel. Un mot sur les événements, les grands événements qui se tiendront au Novotel dans les semaines à venir avant cette fin d'année 2022. Le premier événement, c'est bien évidemment ce soir. Nous soufflons les 15 bougies de l'hôtel. Et ensuite, on va enchaîner avec quelques grosses réunions, manifestations professionnelles dans l'établissement, mais également le Sportel qui arrive et qui est en ligne de mire. Et ensuite, on arrivera sur les fêtes de fin d'année avec notamment des belles offres de restauration pour toute la clientèle qui voudra se restaurer pour Noël ou pour le jour de l'an sans avoir à préparer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce 15e anniversaire pour finir ? De continuer pour encore 15 belles années. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup à vous, Guillaume Rapin, d'avoir échangé avec nous sur l'ADN du Novotel Monaco à l'occasion, je le rappelle, de son 15e anniversaire. Merci beaucoup. Direction le Méridien Beach Plaza qui a accueilli il y a quelques jours le premier festival ibéro-américain de danse junior. La Marinera, danse péruvienne, était à l'honneur. Les jeunes compétiteurs ont littéralement conquis le public et vous allez comprendre pourquoi dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Ils sont venus pour participer au premier festival ibéro-américain de danse junior, organisé par l'association monégasque ibéro-américaine AMI.
Plusieurs catégories composaient ce festival et ces jeunes danseurs ont ébloui les spectateurs. Précision, implication de vrais petits professionnels de la discipline qui ont proposé du haut niveau ce soir-là. L'objectif, c'est de pouvoir montrer notre culture au niveau de la danse et pouvoir présenter un festival, le premier festival ibéro-américain à Monaco. C'est notre première, mais chaque année, un pays, ça sera à l'honneur. Aujourd'hui, c'était le Pérou. C'est des enfants nés en Europe, des parents mélangés parfois avec des Européens, des Péruviens, des Colombiens, des Équatoriens aussi. Et voilà, ils appartiennent à différentes écoles, à différentes associations qui se développent en Europe. Bueno, la continuidad cultural. Estamos felices de ver a niños que son portadores de pasos de vida, de cultura ancestral que está vigente y que estamos realmente viviéndolo en una fiesta de encuentro de generaciones. Ce festival a donc permis d'en savoir plus sur la marinera, encore un peu méconnue de nos jours. La preuve, lorsque les personnes interrogées parlent du Pérou, elles évoquent souvent la gastronomie, la musique, la faune ou encore plus généralement la géographie du pays. C'est très important de montrer notre danse typique du Pérou. Et moi, comme reine, on essaye d'y aller vraiment dans tous les événements, soit dans l'Europe ou aussi on retourne au Pérou pour montrer et diffuser notre danse typique du Pérou. Nuestra danza la marinera es un baile de enamoramiento. Tú vas a ver en todas las parejas reflejar una expresión de total enamoramiento y corazón. Il dansait vraiment dans une pureté, il avait envie de donner le maximum. Magnifique, c'est de voir ces enfants pouvoir transmettre notre culture, nos racines à travers le plus important qui est la danse. Démonstration, performance, spectacle, ce festival a aussi permis à travers une tombola de participer au futur projet de l'association, un restaurant solidaire et équitable. Le Honduras sera le premier pays à en bénéficier. Je vous en avais déjà parlé hier. Ce dimanche, à l'Auditorium Régnier 3, les spectateurs ont pu vivre un moment particulier. En effet, un opéra en version concert a été redonné pour la première fois depuis 1911. Le prince Albert Ier avait commandé à l'époque l'œuvre de Camille Saint-Saëns intitulée Déjamir. Et cet énorme succès n'avait jamais été rejoué depuis. José Sacré y a assisté aux côtés de Clélia Renaud et Olivier Bonello. Commande du prince Albert Ier à son ami le compositeur Camille Saint-Saëns, l'opéra Déjamir a été créé le 14 mars 1911 à l'Opéra de Monte-Carlo avec un succès public et critique total. Malheureusement, le contexte particulier de l'époque et le déclenchement du premier conflit mondial ont empêché cette œuvre d'entrer au répertoire des maisons d'opéra. C'est donc une véritable renaissance qu'ont proposé le 16 octobre l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et la Fondation Bruzane avec les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo et une brillante distribution en offrant, en version de concert, une seconde vie à Déjamir de Saint-Saëns, avec, en plus, un premier enregistrement mondial réalisé pour la collection Opéra français Bruzane Label. Le Paletto Bruzane est une fondation privée qui a été créée par le docteur Nicole Bru et qui a pour mission la redécouverte de la musique romantique française oubliée. C'est-à-dire en gros des années 1780 jusqu'à la Première Guerre mondiale, sachant qu'au-delà de Berlioz, Debussy ou Ravel, il y a des milliers, je dirais même des dizaines de milliers d'œuvres et de compositeurs à faire réentendre. Une œuvre comme Déjamir demande tellement de moyens, pas seulement financiers, mais aussi des moyens artistiques et humains, qu'on ne peut pas demander à ces artistes d'apprendre pour une soirée de concert de tels ouvrages sans imaginer d'aller plus loin. Et bien sûr, si on enregistre une œuvre comme Déjamir, c'est sans doute le seul moyen et le meilleur moyen de donner ensuite envie à des directeurs de théâtre, en écoutant ce disque, de monter l'œuvre sur scène. Donc là, j'allais dire, c'est la première étape, la plus importante, mais en fait, la seconde étape serait de persuader un théâtre de remonter en version scénique cette Déjamir de Saint-Saëns. Déjamir de Saint-Saëns, en version de concert, sous la direction de Kazuki Yamada, restera l'un des moments forts de la commémoration Albert Ier proposée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
L'association monégasque pour la connaissance des arts vous propose une série de 5 conférences intitulées Désir d'aventure. La première du cycle a eu lieu hier soir au Théâtre des Variétés. Elle parlait de l'itinéraire de Paris à Jérusalem pour découvrir le Levant par Chateaubriand. L'artiste permettra d'ailleurs à l'Europe occidentale de redécouvrir le Levant, bien difficile d'accès jusqu'alors et oublié depuis la fin des croisades. La prochaine conférence aura lieu le lundi 21 novembre, toujours au Théâtre des Variétés, et aura pour thème les musées et l'aventure maritime, comment faire vibrer les collections. Vos prévisions météo avec Frédéric Hélion, c'est tout de suite et il a encore une fois de bonnes nouvelles à nous annoncer. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir Julia, les jours se suivent et se ressemblent. Il fera beau mercredi avec du soleil présent du matin au soir. Quelques nuages apparaîtront au fil de la journée, mais ils se disperseront rapidement. Les températures seront comprises entre 17 et 23 degrés, ce qui est toujours assez élevé pour la saison. Mercredi 19 octobre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Rennais. Ce soir, la Roca Team se mesurera au Maccabi Pleitika Tel Aviv pour la 3e journée d'Euroleague. Le match est d'ailleurs à suivre en direct ce soir sur Monaco Info à 20h05. À cette occasion, Stéphane Dana, notre photographe, vous propose une carte postale de Tel Aviv, direction les plages mythiques de la ville. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Je vous dis à très vite évidemment sur Monaco Info.